Bienvenue, hein, c'était une longue, voilà, une longue introduction pour justement mettre dans un esprit de joie, un esprit festif. Donc, cette soirée du 1er avril, alors un 1er avril quand même sous conditions un peu moins rigolardes qu'on aurait pu le vouloir. Mais bon, on va faire avec. Et donc, ce qu'on vous propose, puisque qu'on avait vu que le jeudi soir culturel du 1er avril tombait cette année, enfin, le jeudi soir tombait sur un 1er avril. Alors, on s'était dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'occasion. Et bon, entre nous trois, donc Clémentine, Bégonia et moi, on s'est dit qu'on allait faire une petite compilation de tout ce que l'histoire des sciences et de la biologie et de la nature nous amenait on va dire, comme chose un peu, si ce n'est drôle, en tout cas amusante. Il y a quand même pas mal de choses dans l'histoire des sciences qui nous amènent à nous dire que le scientifique est beaucoup moins sérieux que ce que pourrait nous laisser croire finalement l'image populaire que l'on s'en fait, hein, puisque voilà, on avait mis un petit sous-titre, la science, une histoire sérieuse. Eh bien finalement, pas si sérieuse que ça. Alors, on a plus ou moins décidé hein, de faire ça en trois grands volets, parler d'abord de l'histoire des sciences, parce qu'il y a quand même quelques petites facéties, ne serait-ce que dans les dogmes scientifiques. On a cru beaucoup de choses qui étaient de la science certaine et qui aujourd'hui se révèlent être de la fantaisie. Ensuite, on parlera un peu de quelques petites choses dans la nature. Alors, ça parlera prout, ça parlera trucs un peu légers, animaux qui se déguisent en crottes et autres mimétismes fascinants. Et puis, on finira quand même sur les chercheurs actuels et sur la recherche, parce que la recherche nous réserve quand même quelques fantaisies. Et ces fantaisies, voilà, on vous présentera un petit peu tout ça. Évidemment, on n'a pas volonté à être exhaustif, il faudrait y passer des heures, mais on parlera de certaines farces volontaires ou involontaires. Alors, vous voyez ce photomontage brillant où j'ai rajouté un petit nez rouge à Linné. Linné, vous verrez tout à l'heure, on a un Buffon qui se moque de Linné, c'est très amusant, puisque les scientifiques ne sont pas forcément toujours tendres entre eux. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter en introduction. Non, non, moi ça va de mon côté. Très bien, Est-ce que ben, vous voyez allons-y. bien la diapositive en grand? Oui, on la voit parfaitement, ouais. Ok. Par contre, toi, on t'entend toujours un peu bas, c'est vrai, ou alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis pas Il faut que très je me haut. rapproche. Non, non, c'est peut-être moi Effectivement. qui ai pas le son très haut. C'est bon. Ok. Tu me feras le top pour passer les diapos? Eh bien, vas-y. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure hein, sur l'aspect et notamment les sciences, c'est que ce qui nous semble évident aujourd'hui ne l'était pas forcément tant il y a quelques siècles. Voilà, si on regarde ben, les cartes faites par les cartographes du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, bon, on y voit des baleines qui ressemblent à des monstres marins. Vous avez ces peintures où, par exemple, l'astrologie astronomie était assez finement imbriquée et évidemment bon, tout ce qui concernait l'alchimie, qui était aussi une science plus ou moins dure. Donc voilà, on était sur une période où on avait des dogmes scientifiques qui étaient assez marqués et puis évidemment les sciences étaient fermement, en tout cas chez nous en Occident, imbriquées à la religion, ce qui a mené à, comment dirais-je, certaines absurdités, certains dogmes qui aujourd'hui nous paraissent complètement absurdes. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, alors, parmi les choses, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de transmissions sans forcément de questionnement. Par exemple, alors je vous ai mis Pline l'Ancien, mais Pline l'Ancien reprenait déjà les idées d'Aristote, c'est notamment autour de l'histoire naturelle. Donc Pline l'Ancien, il meurt pendant l'éruption du Vésuve, donc c'est 79 après Jésus-Christ. Mais dans toute la compilation de choses qu'il note, il y a beaucoup d'animaux mythiques. Voilà, donc un certain nombre imaginaires. Alors, je vous ai mis l'exemple, c'est le Pégase, voilà, qui était noté comme étant un animal réel. Alors, il y avait beaucoup d'animaux un peu qui avaient certainement un fond de réalité, mais qui étaient fantaisistes, parce que leur regard tué, leur haleine était toxique, voilà. Et donc, bon, parmi le Pégase, bah, vous avez un genre de cheval, mais qui ressemblerait aussi à un genre, par exemple, un l'oryx, hein, qui est cet antilope avec deux grandes cornes et évidemment des ailes pour voler. Bon, tout ça anatomiquement est un peu farfelu, mais en tout cas, voilà, on les prenait pour argent comptant. C'était raconté, c'était retranscrit, mais on se disait tiens, bon, ça doit exister, pourquoi pas. Et donc, diapo suivante.
On avait aussi beaucoup d'animaux mythiques. Alors, que ce soit tout ce qui est fossile. Alors, pouvez-vous déplacer les portraits des auditeurs qui masquent une partie de l'écran? Alors ça, nous ne pouvons pas. Je crois que c'est à vous de le faire. Vous pouvez appuyer sur un petit moins qui doit être à gauche des portraits et qui va les rabattre sur le coin supérieur droit, si je dis pas de bêtises. Voilà. Vous pouvez essayer. Oui, oui, on peut Aujourd'hui, même c'est. les déplacer. Ouais. Après, Donc on peut voilà, déplacer, normalement, ça dérange. Oui, oui, oui. voilà, normalement, ça devrait être possible. Voilà. Donc, je disais hein, sur cette histoire-là aussi, voilà, on a tous ces anciens fossiles. Bon, alors, il y a quelques. Il pourrait y avoir un lien de parenté entre les dragons, par exemple, et les fossiles de dinosaures, même si et ça n'a jamais été prouvé, mais c'est vrai que des fois, quand on voit la similitude entre les formes, par contre, il est très probable que des restes, notamment d'éléphants antiques, ou qu'on retrouvait, ah ouais, c'est bon, qu'on retrouvait donc sur les différentes grottes ou même sur des gisements fossiles, et donné naissance au mythe du cyclope, puisque quand on voit là, alors je vais encore montrer avec ma petite souris, mais ça sert à rien puisque c'est Clémentine la patronne. Mais lorsqu'on regarde voilà l'orifice donc nasal, hein, puisque la trompe vient s'ancrer en dessous, et donc c'est par là hein, que passe l'air lorsque notre éléphant respire par la trompe. Eh bien, ça donnait vraiment la sensation d'un énorme crâne de type humain avec donc cet œil au centre du crâne. Donc peut-être des légendes sont nées par là et des légendes avec un fond de réalité, puisque voilà, voyant ces crânes, on ne contestait pas la réalité de ces choses-là. Alors ça marche aussi, hein, si Didier en a parlé, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça. On dit notamment des restes de saints. Non, c'est toi, Bégonia, je crois que j'ai vu ça dans un jeu d'histoire culturelle il n'y a pas longtemps. Où quand on a beaucoup de reliques de saints qu'on a dans les églises, se révèlent souvent être bon, des restes plus ou moins. Alors, des fois, on a même retrouvé des restes d'ossements d'animaux fossilisés. Bon, bref. Mais en tout Oui, cas, voilà, oui, hein, oui, c'est des il y a choses qu'on retrouve aussi, assez souvent. oui, il y a aussi les pierres qui... Alors, en fait, il y avait ici dans les Landes et en Gironde aussi, et quand les gens ils trouvaient des soutiles, des soutiles paléolithiques, ils pensaient que c'était des pierres qui avaient souffert les tonnerres, par exemple. Mm. Il y avait ça aussi. Oui, oui, ça. Bon. Donc, diapo suivante. Voilà, donc si on en revient un peu à cette histoire, bon, notamment autour des dinosaures, parce que c'est vrai que c'est des découvertes qui datent du début du 19e siècle. Voilà, mais là encore, on a créé ou recréé. Alors, mais c'est un exemple assez célèbre. Hein, donc, l'iguanodon est découvert alors par la femme de Gideon Mantell, donc par Marie Mantell. Donc, c'est en 1800, c'est au début des années, je crois que c'est 1824, 1826. Et donc, en découvrant les ossements de cet animal, donc son mari, qui est médecin de campagne, le décrit comme ressemblant à l'iguane. Il l'appelle donc iguanodon, la dent d'iguane. Et donc, en se basant là-dessus, il crée une espèce d'énorme iguane. Et comme il ne savait pas quoi faire d'un truc pointu qu'il avait trouvé dans ses fossiles, il est allé lui mettre sur le museau. Voilà. En réalité, quand on a trouvé des fossiles plus complets, donc c'est à la fin du 19e siècle, donc en Belgique notamment, on s'est rendu compte que cet organe pointu, en fait, c'était l'os du pouce qui était donc surdimensionné et pointu certainement pour des raisons défensives. Et donc, il a été remis à sa place. Mais bon, voilà, ces recréations de cet iguanodon qui sont aujourd'hui, donc, je ne sais plus dans quel parc en Angleterre, Regent's Park peut-être, qui était au début à Crystal Palace dans l'exposition universelle, sont restées telles quelles. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs une autre petite excentricité à propos de ces recréations. Suivante. Alors, évidemment, quand on pense à duel entre Église et science, on pense souvent quand même au géocentrisme. On en discutait tout à l'heure entre nous. Évidemment, l'héliocentrisme qui a été pensé par d'autres, par Ptolémée notamment, par des auteurs arabes, des auteurs perses. Donc, c'était une autre théorie scientifique, mais elle avait été démontrée ou en tout cas pensée, mais le dogme, et le dogme notamment ecclésiastique, a fait que dans nos sciences, parce que là il y avait un véritable mélange entre science et religion, finalement, voilà, ce qui nous paraît impensable aujourd'hui,
l'été était une vérité, donc il y a 500 ans. Et pour que la vérité émerge, il a fallu que d'autres reprennent, compilent ces travaux et fassent des calculs pour permettre, alors des calculs et des observations, puisque Galilée avait aussi la lunette astronomique adaptée des microscopes de Van Leeuwenhoek, dont on vous reparlera parce que c'est très amusant de dire Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek pour être exact. Voilà, donc Copernic d'abord, puis Galilée se font défenseurs. Alors Galilée, lui, Copernic, il n'a pas trop eu de problème avec ça, mais Galilée, alors il était pote avec le pape, ça lui a quand même, c'était, je sais plus, c'était un Urbain, mais je me souviens plus, Urbain 7, je crois. Alors s'il y a des fans de Didier en histoire de la popologie, ne m'en voulez pas si je me trompe d'Urbain. J'essaie d'être le plus urbain possible. Voilà, il était copain avec ce pape et donc ça lui a évité quand même quelques problèmes, mais il a fini par un bon vieux procès en inquisition, comme on les aime. Et il faut jamais se moquer des procès en inquisition parce que bon, au mieux on finit excommunié, au pire au bûcher, parfois les deux. Et bon, lui, il a dû abjurer toutes ses idées. Il n'a été réhabilité que 150 ans plus tard. Et puis, réellement, je crois que c'était pas, il y a pas si longtemps que ça, c'est au début du XXe siècle que l'Église a admis qu'elle s'était plantée sur toute la ligne à cette époque-là. Suivante. Voilà. Et donc, on en vient justement à cette idée autour de Van Leeuwenhoek. Alors, je te laisse en parler, Bégonia, puisque c'était toi qui. Oui, Et en alors, plus, tu vas pouvoir le dire, toi aussi. Van Leeuwenhoek. oui. En fait, lui, il était un commerçant de trappes à Dresde et qui a eu beaucoup de succès économique et qui a été une personne très importante dans la ville et qui a pu se libérer de son travail de commerçant et pour commencer à utiliser ces microscopes que lui, il avait mis à point justement pour vérifier la qualité de ces étoffes. Donc, comme il avait un peu de temps et il avait déjà pas mal amélioré son microscope, il faut dire que les microscopes qu'il utilisait pour les étoffes, il savait un grossissement de 100 fois, que c'était énorme pour l'époque. Avant, il y avait, mais il avait le maximum, c'était 40, 50, 60 fois. Et lui, en fait, il était un passionné et là où il y allait, il regardait qu'est-ce qu'il y avait partout. Donc, il a regardé qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau. Donc, là, vous savez, un copépode. Et il dessine aussi très bien. Et en haut, vous savez, la dissection de l'œil d'un escarabée, et que je trouve aussi qui est assez époustouflante parce qu'il fallait aussi, il fallait pas que les voir et y avoir l'outil pour les voir, il fallait aussi faire la dissection. Et en dessous, vous savez, un pouce, une pouce, pardon. Et en fait, lui, au début, il était partisan de la génération spontanée c'était le dogma de l'époque. Donc, le dogma de l'époque, c'était qu'il pouvait avoir de la vue qui se générait de façon spontanée grâce à des forces, à des forces miraculeuses aux dieux. Mais petit à petit, comme il commençait comme il regardait de la vie partout, mais il est devenu opposant à cette théorie. Et donc lui, en fait, il est arrivé à la fin à être admis dans les sociétés savantes, mais ça l'a mis en Angleterre et aussi à Paris, à l'Académie des sciences de Paris. Mais ça l'a mis beaucoup de temps parce que comme il ne parlait pas les français, l'anglais et surtout le latin, il n'était pas pris au sérieux à l'époque. Donc il a fallu un peu de temps. Et aussi, comme il ne venait pas des milieux de savants, il était un peu autodidacte et il n'était pas préformaté pour les différents dogmes qu'il y avait à l'époque. Justement, il observait, il faisait des dessins, et il faisait des descriptions aussi, et il faisait des expérimentations. Mais il n'ajoutait pas de théorie à ses observations. Et il a été aussi un peu méprisé et il n'était pas considéré un véritable savant à l'époque aussi. Donc, il a mis un peu de reconnaissance et il a fallu un peu de temps pour avoir sa reconnaissance. Alors, surtout, alors, je sais pas si l'outil qui est à droite, c'est ça son microscope. Alors, je sais pas si vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser. Hein, il fallait mettre l'objet à la pointe voilà, qui est ici. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, il y a une lentille qui permettait le grossissement. Donc, on collait son œil à la lentille, ce qui était assez pratique puisqu'on pouvait se mettre près d'une source de lumière parce que c'est pour qui utilise des microscopes un peu à l'ancienne, la lumière, c'est toujours ce qui est problématique. Et donc, quand on voit ces dessins de copépode, notamment, ils sont vraiment remarquables. Hein, on a vraiment alors à la fois une qualité
visuels. Donc, il appelait ça les animalcules au tout début, quand il ne savait pas très bien comment ça venait. Et voilà. Et on vous a mis, bon, parce que Gottlieb reviendra une ou deux fois sur cette conférence, mais il y a je crois que c'est dans Rubrique à Braque, bon, j'en suis sûr, puisque j'ai cherché tout à l'heure, dans un des derniers tomes, il y a une fameuse double planche où ce sont les fous rêveurs de la science, et à chaque fois, il y a quelqu'un du dogme qui venait les rattraper en disant, voilà, vous êtes en pleine science-fiction. Donc ça, c'est assez marrant de voir que les dogmes scientifiques d'un jour vont toujours être contredits par la plus grande, enfin la plupart de la communauté. Et puis parfois, il y a justement des changements de paradigme qui arrivent au cours de l'histoire des sciences. Alors évidemment, plus on avance dans l'histoire des sciences, moins il y aura de changements, mais parfois ça arrive. Et donc on passe à la suivante, qui va nous amener à la première. Voilà, ce qui est génial dans l'histoire des sciences, c'est de voir, c'est l'histoire des coiffures. Voilà, on a que des mecs avec des super coiffures. Alors, c'est essentiellement des mecs jusqu'au XXe siècle, et bon, ça le reste encore, malheureusement. Voilà, là, on dirait vraiment, si on lui mettait un t-shirt noir, on pourrait croire que c'est un hard rocker d'un groupe de métal. Bref, c'est Francesco Redi, en fait, c'est lui, justement, Bégonia en parlait, à l'époque, la croyance et même le dogme scientifique, c'était la génération spontanée. Eh bien, ce type-là a, par une expérience toute simple, hein, qu'on pourrait croire faite aujourd'hui, on fait ça en sixième ou en cinquième, hein, c'est des expériences toutes simples, mais avec un témoin et donc avec différentes expérimentations, mais toujours avec la même base, eh bien, il va prouver que dans la viande, les asticots n'apparaissent pas tout seuls, viennent d'abord les mouches, puis ensuite les larves, et tout ça, tout simplement en utilisant un contenant hermétique, un contenant témoin ouvert et un contenant couvert de gaz. Et donc, il va bien démontrer que c'est la mouche qui produit les larves et qui vont venir gâter la viande. Donc ça, c'est vraiment un point. Il faut quand même attendre donc le XVIIe siècle. Hein, c'est quand même assez tardif. Puisque on est 400 ans plus tard et finalement, même pas, on est 300 et des bricoles, et on est toujours, enfin, on pense que c'est un acquis depuis fort longtemps, ça ne fait que 300 ans qu'on a vaincu ce dogme de la génération spontanée. J'allais appuyer sur le suivant, mais c'est pas moi. Voilà. Et alors, dans les générations spontanées, voilà, c'est parmi les choses assez rigolotes quand même, qui étaient là encore assez sûres. Vous avez le cas de loi Bernache. Alors, loi Bernache, et si on prend le mot bernicle, il y a des similitudes, c'est normal. En fait, on croyait, et ça a été assez long, hein. Là c'est pareil, jusqu'au donc 18e siècle. Alors, il y a quelques naturalistes, alors notamment un ornithologue qui s'appelait Belon, qui battait cela en brèche, puisque en fait ces oiseaux disparaissaient, on ne voyait pas où ils allaient nicher. On les voyait partir vers le nord, ils disparaissaient, et quand ils revenaient de migration, ils venaient souvent du côté de la mer, ils migraient le long de la mer, et ils venaient de là, donc il y a eu une relation de cause à effet. Hein. Je vous ai fait un brillant montage, hein, ça c'est 100% Gaël qui a fait ça. Voilà, je vous ai mis un pouce-pied, je vous ai mis une oie Bernache à l'envers en lui ayant coupé la tête. Alors c'est vrai que la ressemblance peut être là, et donc il s'imaginait, alors au début, que c'était ces oies Bernache, naissaient des bernicles qui dérivaient sur les planches, et puis ensuite il y a eu une idée autour d'un arbre à Bernache portant des bernicles qui devenaient des bernaches. Alors le plus fou, c'est que cette histoire qui nous semble complètement capillotractée, finalement, c'est un peu le cycle de vie des méduses il va y avoir un stade polype fixe qui va bourgeonner des petites méduses. Et donc, alors, pourquoi, comment on en est arrivé à penser ça? Alors, il y a quand même une petite raison qui n'est pas complètement innocente, c'est que les ecclésiastiques pouvaient continuer à manger de la volaille pendant le carême, parce que ça venait de la mer, ce n'était pas de la viande. Donc ça a certainement perduré aussi pour des raisons gastronomiques, mais ça, c'est une autre histoire difficile d'en dire plus. Mais ça, c'est vraiment une histoire assez marrante. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en anglais, il y a Barnacle Goose, c'est la loi Bernache, et Goose Barnacle, c'est le bernicle. Donc, c'est finalement, on utilise les deux mêmes mots, mais à l'envers l'un de l'autre. On en revient vraiment à ce côté, cette croyance-là. Et dans les autres croyances à la vie dure, alors ça c'est pareil, je suis allé piocher il y a pas mal de choses sur les oiseaux, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dans l'ornithologie.
Et alors là, c'est Buffon qui rapporte cela, en fait, qui parle des hirondelles dans son histoire naturelle. Et donc, il raconte que les nôtres ne demeurent avec nous que pendant la belle saison. Aristote, qui écrivait en Grèce, et Pline, qui le copiait en Italie, disent que les hirondelles vont passer l'hiver dans des climats d'une température plus douce, lorsque ces climats ne sont pas fort éloignés. Alors là, il parle de son avis, mais derrière, il dit, mais un évêque d'Upsale, nommé Olaus Magnus, et un jésuite nommé Kircher ont prétendu que dans les pays septentrionaux, les pêcheurs tirent souvent dans leurs filets, avec poissons, des groupes d'hirondelles pelotonnées, se tenant accrochées les unes aux autres, bec contre bec, pied contre pied, aile contre aile, qui, éprouvant l'influence de la belle saison, se dégourdissent insensiblement, quittent peu à peu le fond des lacs, reviennent sur l'eau, et sont enfin rendus à la nature même, avec toutes les gradations, à leur véritable élément. Donc, il parle de faits, ou plutôt d'assertions. Lui, il n'était pas du tout d'accord. Alors, il en profite quand même pour mettre un petit taquet à son copain Linné, hein, puisque je ne dissimulerai pas qu'un grand nombre d'écrivains et d'autres personnes recommandables par leur caractère ou par leur rang ont cru à ce phénomène. Monsieur Linnaeus lui-même a jugé à propos de lui donner une espèce de sanction en l'appuyant de toute l'autorité de son suffrage. Voilà, donc il y avait des croyances, et des croyances, c'était pas n'importe qui quand même. Linné, le père de la classification binomiale, bon, évidemment avec Buffon, il pouvait pas se piffrer, donc Buffon se fait un plaisir de lui envoyer un petit missile dans les gencives là, à ce propos. Mais en tout cas, il y avait cette croyance, hein, que les hirondelles allaient passer l'hiver agroupées les unes aux autres dans les étangs. Et il y avait en plus des gens qui disaient, enfin, c'est l'homme qui a vu l'ours, hein, mais qui disaient qu'ils avaient récupéré des hirondelles au fond de l'eau. Suivante. Voilà, et alors on va, une fois qu'on a vu un petit peu cette histoire des sciences, bon, je pense que là c'est pareil, on aurait pu faire 3 conférences, mais le but c'était de parcourir sur les histoires, on va dire, les plus savoureuses. Eh bien, on est allé essayer de piocher. Alors voilà, j'ai pas pu résister. J'ai mis un animal péteur. Alors, techniquement, c'est pas une flatulence. C'est un jet d'un liquide d'ailleurs très désagréable. Voilà. Mais les animaux, en fait, ils vont avoir plein de formes. Alors, nous, ça nous fait rire. Enfin, ça nous fait rire. En tout cas, ça nous amuse, ça nous étonne. Évidemment, pour les animaux, c'est plus enfin, c'était pas un artifice, c'est plutôt un ustensile pour survivre, et notamment via l'évolution pendant des millions d'années. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses étonnantes. Alors, ce que vous voyez sur l'image d'illustration, c'est ce qu'on appelle les scarabées bombardiers. Et si vous les embêtez un peu, ils vont justement basculer comme ça et vous envoyer un jet, aussi à la manière des sconces, hein, des américains, là, ce qu'on appelle ici les putois, mais c'est vraiment eux, ils ont un véritable jet qui est vraiment. Alors, j'ai jamais testé. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà testé de se faire éjecter dessus le liquide acre des sconces, mais il paraît que c'est épouvantable. Moi, personnellement, je ne testerai pas, même si quoi que ça dépend de ce qu'on me donne. Mais en tout cas, c'est très difficile de s'en débarrasser. Il y a pas mal de chroniques justement de cela sur les aventuriers américains. Du coup, dans la nature farceuse, on ne peut pas ne pas parler du mimétisme. Alors, il y a plein de variétés de mimétisme, mais on peut quand même présenter le mimétisme bathésien. C'est quand une espèce mime une autre espèce. Donc là, vous avez une guêpe, hein, un hyménoptère, qui va être un animal qui va posséder une caractéristique qui va le rendre dangereux. Donc là, vous avez chez les hyménoptères un aiguillon mobile qui est relié à 2 glandes à venin qui permet de se défendre face à des prédateurs. Et puis, vous avez un mime qui va copier le modèle en prenant sa forme et son allure générale, ses couleurs souvent, en étant complètement inoffensif. Et donc, les potentiels prédateurs, donc souvent des oiseaux par exemple, vont être bernés par ce mime. Donc là, vous avez le groupe. Oui. Il n'y a pas que les oiseaux, justement, c'est ce Non, qui vient avec le petit article. Et donc, il y a les syrphidés, donc c'est une famille de mouches, de diptères, donc qui va pratiquer, qui s'est spécialisée en fait, hein, dans le mime d'hyménoptère. Et vous avez des vagues d'invasion de ces mouches qui font parfois très très peur aux
aux êtres humains qui s'inquiètent en pensant qu'ils vont être complètement piqués par des insectes terribles, alors qu'en fait, ce ne sont que des mouches et qu'il ne va rien se passer de particulier. Donc là, vous avez dans un article de The Guardian de 2004, quelqu'un qui dit que ce fut horrible, que les enfants hurlaient, les gens couvraient les poussettes, et que si vous arrêtiez juste un instant, vous pouviez en être recouvert comme si c'était vraiment une Alors, grosse catastrophe. ça, j'ai cherché l'article. Alors, c'est surveiller la presse quotidienne régionale. Il y a des petits marronniers comme ça tous les étés. Alors, j'ai pas réussi à retrouver dans un article de Sud-Ouest que j'avais vu il y a pas très longtemps. C'était il y a 1 ou 2 ans. En fait, ces insectes-là, donc notamment Epicirphus balteatus, celui qui est juste sous l'aile, voilà, c'est qu'on appelle le cirfe à ceinture. En fait, c'est un insecte migrateur et donc il va avoir des migrations à la fois saisonnières, mais là, à la fois des migrations dues à la météo et notamment quand il fait très sec, ils vont plutôt rechercher les températures les plus clémentes et donc en fait ils vont aller vers le littoral et quand il fait chaud et sec, souvent on a des journées aussi à fort vent de terre qui peuvent être liées. Et donc, quand il y a le vent de terre qui pousse les cirques, ben, en fait, ils vont se retrouver tous poussés le long du littoral et donc ils vont lutter contre le vent qui les pousse. Et donc, souvent, ils vont venir à terre. Et il y a des étés où on se retrouve, on est vraiment entouré. Alors, ils sont attirés par le jaune en plus. Donc, on va se retrouver entouré de ces, notamment des Psirphus balteatus. Voilà. Alors, les Chrysotoxum, eux, ils sont très bons imitateurs de guêpes. Mm. L'Éristal, c'est imitateur de l'abeille. Alors, la Volucelle zonaria, ce qui est assez rigolo, c'est que il est très gros, il ressemble au frelon. Et il n'est pas très difficile à attraper à main nue. Alors, quand vous faites une sortie nature et que vous montrez une Volucelle sur les fleurs et que vous prenez tout d'un coup et vous l'attrapez comme ça avec la main, voilà, ça impressionne un petit peu son public. Et voilà, mais c'est juste une mouche. Ça reste toujours une mouche, en fait. Donc, on a beau faire les malins et dire qu'on est très évolué, mais parfois on a juste peur d'une mouche. On se fait duper. Mm. Alors, vous avez aussi là un exemple de mimétisme assez impressionnant. Donc, vous avez sur votre gauche, que je ne me trompe pas, donc une chenille d'un papillon nocturne. Et de l'autre côté, vous avez un oisillon, un jeune oiseau qui va ressembler quand même d'assez près à cette chenille. Alors la chenille va posséder en fait des poils urticants, hein, des soies urticantes qui sont, qui sont vraiment très très démangeantes. Et c'est une chenille qui fait 14 cm. L'oisillon va faire exactement la même taille, 14 cm. Et il va adopter, donc non seulement il a des plumes complètement transformées pour ressembler à des espèces de soie, mais il va aussi, quand ses parents s'absentent du nid, faire un mouvement très lent de la tête pour ressembler à une chenille qui rampe. Et ce phénomène va lui permettre de se camoufler, hein, et de protéger sa vie, sachant que c'est un oisillon qui va rester quand même seul dans son nid assez souvent. Ses parents vont le nourrir qu'une fois par heure. Et, et ça pendant 20 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez élaboré pour pouvoir se cacher. Et là, vous avez normalement une petite vidéo. Bon, c'est vraiment très court. Donc, vous avez ici la chenille en photo. Au-dessus, vous avez le papillon, qui est un joli papillon d'ailleurs aussi. Donc, c'est des espèces qu'on trouve en forêt tropicale en Amazonie, hein. Là, vous avez l'oiseau adulte, l'Olia cendré, et puis en bas, vous avez le poussin. Alors là, le poussin, il est quand même, il est presque, je dirais pas indépendant, mais il est plutôt à la fin de sa croissance autour des 20 jours, 25 jours. Et là, alors est-ce que ça marche du premier coup? La petite vidéo. Donc on le voit là qui tortille la tête à droite et à gauche pour ressembler plus franchement à une chenille qu'à un oisillon. Enfin, c'est vraiment un comportement qui ressemble en rien au comportement d'un oiseau.
Chez nous, les mésanges, elles ouvrent grand le bec et elles piaillent jusqu'à ce que les parents ramènent la pitance. Alors, vous avez d'autres exemples de chenilles, hein, ça se voit quand même assez souvent. Il y a pas mal d'insectes qui sont mimétiques. Donc là, vous avez le cycle de vie du grand sphinx de la vigne. Donc là, vous avez des œufs. Donc c'est des tout petits œufs qui sont déposés, qui sont complètement verts sous les feuilles. Ensuite, vous avez des chenilles dans un premier stade qui vont bien sûr être vertes, donc pour se camoufler dans le feuillage, mais qui vont posséder des ocelles qui font partie aussi des techniques de mimétisme ostentatoire. Donc ça veut dire tape à l'œil qui inquiète un peu les prédateurs en se demandant qu'est-ce que c'est, est-ce que ce sont des yeux, qu'est-ce que c'est que cette bête. Et puis à un stade assez terminal de la chenille, juste avant la chrysalide, vous avez cette espèce de forme marron et avec la tête qui peut se rétracter et les pattes à l'intérieur, dans les premiers segments de la chenille, pour faire ressembler un petit peu cette chenille à un petit serpent. Et d'ailleurs, quand elle se sent menacée, elle va donc gonfler cette partie antérieure, rentrer sa tête et se mettre en position d'attaque, comme un petit serpent, voilà. Et puis l'adulte va posséder des couleurs roses assez jolies, hein, qui lui permet alors, de passer inaperçu sur sa fleur préférée. Donc, il butine principalement des épilobes. On l'appelle le grand sphinx de la vigne, mais il aime aussi beaucoup les épilobes. Donc, voilà pour ce papillon qu'on peut trouver hein, en France. Donc, on a un autre exemple encore de chenille se prenant pour un serpent. Donc là, c'était une chenille d'Amérique du Sud. Alors attendez, est-ce que je peux couper le son parce que voilà, on n'a pas besoin du son qui est horrible. Donc on a cette chenille qu'on maltraite un peu là. Donc elle va gonfler, rentrer sa tête et ses pattes, gonfler sa partie antérieure. Elle a carrément des espèces de piquants qui sont les pattes qui vont s'aplatir normalement sur la tête. Enfin sur la tête, c'est pas une tête mais sur la fausse tête de serpent. Donc ça a de quoi quand même perturber un prédateur qui pourrait se faire avoir. Alors, on en a d'autres qui ne sont pas trop gênés par des questions de fierté. Hein, donc, ils se camouflent en crotte. Voilà, en crotte, au moins, on est tranquille. Bon, on a une vie simple. Donc, il y a des araignées qui font ça. Hein, donc, ça, c'est une araignée qu'on peut trouver autour de la Méditerranée. C'est un genre particulier qui va vraiment se cacher en ayant un abdomen vraiment énorme. Donc même la tête est camouflée. C'est les femelles qui font ça, que les femelles. Et puis qui ont des colorations vraiment, même un aspect luisant, exactement comme une fiente d'oiseau. Donc qui va vraiment pouvoir se passer inaperçu. Enfin, passer inaperçu. Se faire prendre pour autre chose, puisque du coup, c'est des couleurs assez visibles quand même. Les araignées du genre Cyclosa, alors elles ont des couleurs un petit peu marron caca, mais surtout ce qu'elles font, c'est que sur leur toile, elles vont comme ça rassembler des proies et puis des petits débris végétaux et se camoufler parmi ce trait de crotte. Et donc, voilà, les oiseaux qui pourraient les consommer vont se dire que la toile est abandonnée. Et puis, comme ça, elles peuvent échapper à la prédation. Alors, il y a des chenilles aussi hein, qui ressemblent à des crottes. Et puis, alors, ces chenilles-là, il y en a qui ont carrément la capacité hein, de produire des odeurs et des substances qui sont tout à fait crotiformes. On a aussi le concombre de mer hein, qui va faire ça, qui va vomir son estomac
ses intestins sur ses potentielles proies. En plus, c'est tout gluant, donc c'est vraiment parfait. Et puis, des grenouilles aussi, des amphibiens qui vont se déguiser en petites crottes. Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais il y a un panel assez impressionnant de crotiformes. On a aussi du mimétisme chez les plantes, et ça, souvent, on le connaît moins et il est moins mis en évidence. Là, on a une liane au Chili qui va être capable, c'est une découverte assez récente apparemment, c'est un article de 2014, une liane qui va pouvoir prendre exactement, copier le feuillage de la plante hôte sur laquelle elle va grandir. Donc, on a là deux formes différentes de la liane, mais ils ont trouvé au moins 10 copies de plantes différentes. Et puis, on a des plantes qui vont mimer des insectes pour favoriser leur pollinisation, pour permettre leur pollinisation. Souvent, c'est carrément des relations d'interdépendance obligatoires. Vous aurez bientôt une conférence de Bégonia sur le sujet entièrement, alors sans faire de pub évidemment. Voilà, ça c'est une photo prise entre deux mers, hein, donc vous pouvez voir ça en sortant, enfin j'allais dire en sortant de chez vous, non, puisque ça nous est interdit. Dans le cadre des 10 km réglementaires, vous pouvez, si vous avez des ophrys-mouches, qui est assez courant dans le coin, vous pouvez observer ça relativement facilement. Voilà, il y a à la fois une part, si Bégonia, tu m'arrêtes si je me trompe, une part phéromonale et une part visuelle, hein, sur ce genre d'attraction. Ah, ton micro. Ouais. Tu veux prendre le relais peut-être pour les odeurs et tu me dis quand je passe la diapo? Les odeurs, oui. Tu veux en parler un peu? Oui, bien sûr, on va parler des odeurs. Oui. Donc, tu veux commencer? C'est ça que tu dis? Non, vas-y. Ah, d'accord. Non, mais je ne savais pas. Oui. Voilà. Donc, donc normalement, les fleurs, ça sent bon. Mais là, on vous a mis des fleurs que ça ne sent pas super bon. Alors, pourquoi ça sent bon une fleur? Parce qu'avec l'odeur, elle va publiciter qu'elle a des nectars. Et le nectar, normalement, elle est sucrée, donc ça va donner, normalement, le nectar, ça donne un bon odeur. Mais là, par exemple, vous savez, à votre gauche, la lathrée clandestine, donc c'est une jolie fleur et une plante qui est parasite et qu'on va trouver dans les bois aussi, dans les bois humides et dans l'entrée des mers. Et en fait, les nectars qui se trouvent à l'intérieur de la couronne, elle va se dégrader et elle va commencer à dégager un odeur à ammoniac. Donc, il va y avoir les bourdons qui sont attirés pour cette fleur qui va chercher le nectar, qui n'est pas dérangé pour les faibles odeurs à l'ammoniac. Mais par contre, les autres potentiels pollinisateurs qui vont pas vraiment polliniser la fleur, ils vont aller voler les nectars plutôt, comme les fourmis ou des petites mouches aussi, ils vont être plutôt dérangés pour cette odeur d'ammoniac. Après, sinon, il y a aussi des fleurs qui vont avoir un odeur un peu épouvantable, comme par exemple la rafflesia, qui a un odeur à cadavre et qui va attirer plutôt des mouches, voilà, qui vont chercher ces cadavres pour pondre ce œuf et qu'après, les larves peuvent se nourrir. Bon, du coup, les mouches, quand elles vont rentrer dans les rafflesia, elles ne vont pas trouver les cadavres à pondre ce œuf, mais elles vont se balader et elles vont transporter les pollens d'une fleur à l'autre. D'odeur à cadavre aussi, il y a une plante carnivore. Donc, ça, ce n'est pas une fleur, c'est une feuille transformée en piège. Et elle va dégager aussi un odeur à cadavre. Et du coup, c'est pareil, c'est des mouches qui vont être attirées pour cette odeur et pour pondre ce œuf, mais malheureusement, elles vont se trouver piégées dans la plante et elles vont finir ces jours sans pouvoir arriver à la but de son existence. Alors, il y a une plante que vous allez trouver autour de vous et c'est assez courant, c'est les sarums. Et voilà, les sarums. Et les sarums aussi, elles vont dégager un petit odeur à excrément et aussi aux urines.
Donc voilà, elle va tirer maintenant des mouches qui vont pondre leurs œufs dans les excréments pour essayer de nourrir les larves. Et bon, et là, la mouche, bon, c'est assez sophistiqué. Les mouches, elles vont être, en fait, il y a là, vous savez, les spadis. Donc, c'est la pointe, la pisse qui est à couleur jaune tout au bout de la fleur. Voilà. Ça, c'est pas une fleur, en fait, c'est la pointe de l'inflorescence. Donc, là, l'espadis, il va s'échauffer. Et en s'échauffant, il va dégager plus facilement les sudeurs. Donc, les mouches, elles vont être attirées. Elles vont aller au fond. Là, ils vont se trouver avec des filaments qui vont réagir comme une espèce de nasse. Et du coup, les mouches, ils ne vont pas pouvoir se libérer. Donc, la mouche, elle va aller au fond de de l'inflorescence. Et là, ici, vous allez trouver les fleurs femelles qui sont maintenant fonctionnelles. Donc, elles vont les fleurs, oui, les fleurs femelles qui vont se trouver fonctionnelles, là ils vont rien faire les mouches. Et elles vont une journée passée, donc le lendemain, dans l'après-midi du lendemain, c'est les fleurs mâles qui vont devenir fonctionnelles. Donc les fleurs mâles, en devenant fonctionnelles, elles vont ouvrir les centres et les mouches, elles vont être imprégnées des pollen. Donc c'est à ce moment-là, les soirs, que les mouches elles vont pouvoir s'échapper parce que les filaments, à sa fois, ils vont se libérer. Et là, les mouches qui ont été corrigées, qui ont été bien embaumées du pollen, elles vont aller visiter, ils vont être piégés pour des autres fleurs des arômes. Et là, maintenant qu'elles sont bien imprégnées du pollen, elles vont pouvoir polliniser, amener les pollens aux fleurs femelles qui se trouvent au fond. Donc là, c'est grâce à cet espadis qui devient chaud et qui va pouvoir dégager les substances odorifères des excréments et des urines plus facilement. Et en parlant des urines, vous savez là, un joli narcisse. C'est un narcisse. Alors, je connais les noms en espagnol parce qu'il est très commun, notamment au sud de l'Espagne, à Cadiz, à côté du détroit de Gibraltar, et au Maroc aussi, mais justement à côté du détroit de Gibraltar. Et alors, en espagnol, il a un nom commun, c'est meazorra, que ça veut dire pipi de renard. Et bon, quand on visite ces populations, ces stations, on sent un petit odeur à ammoniac, mais pas trop dérangeant. Le problème, c'est quand on les coupe et on les met dans un vase, dans une pièce. Et là, c'est l'horreur parce que ça sent vraiment les pipis. Et voilà, c'est assez désagréable. Et alors, ces narcisses-là, ils vont attirer surtout des papillons, et des papillons nocturnes notamment. Et alors, je crois que c'est un odeur qui est plutôt dû qui va mimer plutôt la décomposition du nectar. Donc, peut-être ces papillons, ils ont besoin de sucre aussi, mais ils ont aussi besoin des ferments, des produits de fermentation du nectar. Et vous savez aussi, une orchidée, alors ça appartient à un groupe, on a des orchidées pareilles chez nous, c'est des épipactis. Alors, c'est une épipactis qu'on va trouver en Grèce, en Turquie, qui a des feuilles assez grandes, épipactis à feuilles de verdâtre. Et elle va dégager un odeur qui ressemble beaucoup au phéromone de stress des pucerons. Donc, elle va tuer un prédateur des pucerons. En fait, c'est un cerf qui pond les œufs dans des plantes qui sont attaquées par des pucerons pour qu'après, les larves se nourrissent de ces pucerons. Donc, la mouche, elle va venir, elle va aller directement dans la fleur, que c'est là où se trouve, c'est là où l'odeur il va être dégagé. Elle va pondre le œuf, elle va bien s'embaumer du pollen, elle va alors visiter une autre fleur et elle va réaliser la pollinisation. Par contre, ces larves, elles vont mourir des femmes parce qu'il n'y a pas pucerons. Elle a justement elle n'a pas pucerons parce qu'en plus, ces phéromones qui déstressent des pucerons, elle va empêcher aussi elle va faire peur aux pucerons, donc il n'y aura pas de pucerons dans cette plante. Bon, là, c'est... Je ne sais pas, Gaël, si tu veux ajouter au Clémentine quelque chose sur le sujet. C'est le rêve du jardinier d'avoir une plante qui
qui sécrètent des phénomènes de stress de pucerons. Alors là, faut pas donner l'idée trop fort à Monsanto quand même. Oui, c'est clair. Vous avez vu, j'ai un pointeur maintenant. Pardon? Oui, tu as un pointeur, c'est beau. Ouais, Oui. je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Je vais passer ça. Voilà. Hein, vous êtes d'accord? Oui, très bien. Alors juste, oui, pour finir Non, sur la partie zoologie, tiens, je remets la caméra, comme ça vous allez pouvoir me voir. Sur la partie zoologie, il y a les animaux qui jouent à cache-cache, alors volontairement ou involontairement. Alors il y en a qui jouent à cache-cache, mais qui ont perdu parce qu'on les a fait disparaître. Il y en a qui n'ont pas été revus pendant très longtemps, on les appelle les taxons Lazare. Voilà, en fait, c'est toutes les espèces qui ont été observées une fois et qui n'ont pas été observées ensuite pendant de très longues années avant d'être redécouvertes postérieurement et redécouvertes évidemment en vie. Alors, ça arrive assez régulièrement. Vous avez quasiment tous les ans des articles d'espèces d'oiseaux. Alors, ça, c'est le plus récent. Donc, c'est la calate à sourcils noirs, alors que je ne connaissais pas parce qu'il était quasi inconnu. Dans les petites anecdotes, il a été découvert par un neveu Bonaparte. Voilà, je ne sais plus lequel. En tout cas, il a été décrit. Il a été découvert dans les années 1840 et en fait, il avait été jamais revu depuis 1848. Voilà, alors c'est à Bornéo, ouais, c'est comme espèce. Donc on vous a mis le lien sur l'article. Alors évidemment, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais c'était sur 20 minutes, mais ils en ont parlé dans les revues scientifiques, Géo, etc. Voilà, et c'est ce que disait tout à l'heure Bégonia sur le Van Leeuwenhoek, ce sont je crois que des ornithologues amateurs qui l'ont observé. Et donc, ne reconnaissant pas l'oiseau, ils ont fait finalement passer des photos, des images de cet oiseau jusqu'à que ça arrive sur un spécialiste qui a dit ah ben incroyable, c'est une espèce que l'on croyait éteinte. Alors la bonne nouvelle n'est que de courte durée parce qu'évidemment les biotopes où se trouve cet animal sont en très forte régression et donc peut-être que ce coup-ci, ben voilà, il disparaîtra pour de bon et ne réapparaîtra plus. Voilà. Alors évidemment dans les très très célèbres animaux qui jouent à cache-cache, il y a le suivant. Donc c'est le sélacanthe. Voilà, le sélacanthe, c'est recordman du monde au cache-cache, hein, puisque pendant 65 millions d'années, record à battre, on a cru qu'il avait disparu, hein, puisque ils avaient été décrits par des ichtyologues, notamment je crois que c'est Louis Agassiz qui avait décrit les premiers, et on ne trouvait plus trace dans les sédiments de cet ordre depuis le Crétacé, à la fin du Crétacé, donc 66 millions d'années. Et en fait, la découverte de cet animal-là est essentiellement fortuite. Alors, c'est grâce donc à Marjorie Courtenay-Latimer, qui était conservatrice donc au musée d'histoire naturelle d'East London, qui se trouve en Afrique du Sud. Un jour, on l'appelle et on lui dit, tiens, on a découvert un animal un peu bizarre dans les filets d'un pêcheur. Alors, elle était plutôt ornithologue à la base, et d'ailleurs aussi, elle s'est plutôt construite d'abord en tant qu'amatrice avant de finalement obtenir le poste de sa vie, qui était celle de conservatrice de ce musée. Donc elle se déplace et elle constate que c'est un animal effectivement fort étrange et donc ils le naturalisent parce que bon, ça se décomposait à vitesse grand V et ils vont l'envoyer à divers spécialistes et ces spécialistes voilà, oui, nous avons quelqu'un qui a eu du mal à se connecter. Oui, c'est un poisson d'avril. Alors ne vous inquiétez pas, on enregistre. Hein. Voilà, on est désolé des problèmes techniques. On a eu les mêmes. Donc on s'est douté que d'autres personnes auraient des problèmes. Donc on mettra de toute façon dans la newsletter le lien pour tous ceux et celles qui voulaient voir cette conférence et qui a été voilà, assez compliqué. Et c'est pas du tout volontaire, hein, sachez-le. C'est pas du tout un poisson d'avril volontaire. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà cette histoire hein, du sélacanthe qui aujourd'hui, donc il y a deux espèces de sélacanthe qui sont évidemment, deux ou trois, je sais plus, qui sont évidemment menacées puisqu'on on ne fait jamais les choses à moitié. Si on redécouvre une espèce, c'est pour qu'elle soit en porte de la disparition de nouveau. Et donc ça nous amène sur Voilà, ça c'est une petite digression, mais sur les chercheurs, parce que certains taxons Lazare ont une dimension un peu mythique, voire mythologique. Alors, j'ai mis deux espèces assez emblématiques. Donc, vous avez le pic à bec ivoire. Le pic à bec ivoire, alors vous avez des magnifiques dessins de Jean-Jacques Audubon hein, qui sont
qui a été un chroniqueur d'une Amérique qui a disparu aujourd'hui, cette Amérique justement de la fin de l'époque des pionniers, où il y avait encore de vastes surfaces boisées et donc la possibilité de voir des espèces, puisque beaucoup d'oiseaux qu'il a, enfin beaucoup, il y a au moins 3 espèces d'oiseaux qu'il a dessinées, donc ce pic, le pigeon migrateur américain et je crois que c'était la perruche de Caroline qui ont disparu en fait par notamment l'exploitation des milieux par les humains, le défrichement. Et donc voilà, cet oiseau-là a disparu des États-Unis en 1944, c'est le dernier qui est observé, et de Cuba, qui était son autre ère pour une autre de ses sous-espèces. Le dernier a été vu en 94 et évidemment lié à la forte, à la déforestation des forêts humides sur lesquelles l'animal se trouvait. Et depuis, des naturalistes américains sont à sa recherche. Voilà, c'est devenu un peu leur, leur serpent de mer. Hein. Et donc, il y a, voilà, je vous ai mis un article de Science et Avenir où l'espèce aurait, semble-t-il, été vue en 2018 ou 2017, contredit par d'autres naturalistes, évidemment, mais il y a des chercheurs qui recherchent cette espèce en se disant, voilà, dans les grands massifs boisés, peut-être des individus nous auraient échappé. Et il arrive un petit peu la même chose avec le thylacine. Dans le thylacine, c'est le loup marsupial. Donc le dernier exemplaire est mort dans un zoo, je crois que c'était à Perth, en 1936, et depuis, l'animal n'a jamais été revu. Sauf que il y a une bande de fondus du thylacine. Alors ce sont des gens comme vous et moi, et qui bénéficient d'une aide technologique qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années, ce sont les pièges photographiques. Voilà. Et ces pièges photos, ils vont les poser un petit peu partout. Ils recherchent avec passion le thylacine. Donc là, c'est pareil. Il y a quand même des faisceaux d'indices qui feraient croire qu'il y aurait de thylacine. Mais bon, pour l'instant, donc le Thylacine Army Group of Australia, hein, voilà, le TAGOA. Alors, si vous voyez, vous pouvez aller regarder des vidéos YouTube de ce TAGOA parce que c'est essentiellement tenu par un bonhomme qui a une bonne tête de redneck australien, donc tout rouge avec un accent australien très fort et qui, je pense qu'il aime beaucoup boire de la bière. Mais il est passionné par le sujet, et donc ils prennent vous avez des vidéos où il dit on a trouvé le thylacine, regardez, on voit très bien, et donc on voit une vidéo très floue des fesses d'un animal. Voilà, et donc évidemment, à chaque fois, il se fait retoquer par les spécialistes qui disent non, c'est un wallaby, non, c'est telle espèce. Mais bon, on espère quand même que, vu son enthousiasme, on aimerait bien qu'il le trouve parce que c'est assez rigolo à voir. Et peut-être que ça fait partie de ces espèces qui réapparaîtront un jour. Bon, même si là, c'est quand même un gros carnivore, il y a plus de chances qu'il ait réellement disparu et totalement disparu qu'il réapparaisse, mais on ne sait jamais, la nature est toujours pleine de surprises. Et donc ça nous amène à la suite et à un petit glissement sémantique sur la cryptozoologie, mais je laisse la parole à Bégonia là-dessus. Oui, bon, donc, donc, il y a des animaux mythiques aussi, mais ce n'est pas parce qu'ils les ont vus les chercheurs, ce sont des animaux qui proviennent notamment des traditions, des traditions anciennes la plupart des cas, mais parfois aussi sont un peu plus modernes. Et du coup, mais il y a des scientifiques, des scientifiques ou des personnes qui les cherchent, qui croient que s'il y a des traditions, que si on parlait de ça, c'est parce qu'elles existent. Et alors, il y a une question, je vais voir un moment. Ah, d'accord. Thierry qui nous parle du Mokele Membe. Ah. Alors, oui, Voici. Mokele Membe, il y a un chercheur, un cryptozoologue justement qui est à la recherche, et je l'avais invité d'ailleurs pour faire une conférence. Depuis des années, il organise des missions au Congo, à la limite du Congo, dans la forêt équatoriale, Congo, Cameroun. Et donc, voilà, il y a des témoignages des populations locales qui auraient vu un espèce de diplodocus qui vivait dans la rivière la Likwala aux herbes, notamment, un affluent du Grand Congo. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant, d'assez fascinant, cette histoire de Mokele Membe. Ça serait peut-être comme un petit peu le Loch Ness, un dinosaure restant quelque part dans la forêt équatoriale. Oui. Après, il faut dire que par exemple, les gorilles de montagne, les pandas géantes et le capis, c'était des cas où il y avait des témoignages des populations locales. Et il y a des explorateurs qui se sont dit, bon, on va chercher ces animaux.
et qui l'ont trouvé. Ce sont des cas qui se sont passés entre la fin du 19e siècle et début du 20e. Depuis là, on n'a pas de cas comme ça aussi flagrants. Bon, il faut dire que ce sont des témoignages, comme dans les cas que tu viens de dire, des personnes qui disent qu'ils l'ont vu ou qui l'ont écouté ou il y a un odeur qu'ils ont senti. Parfois aussi, il y a des empreintes qu'on va assigner à des animaux un peu fantastiques ou parfois aussi c'est des parties des animaux aussi. Ça s'est arrivé aussi avec des fossiles, par exemple, comme bon, Gaël il avait mis un exemple aussi avec les cyclopes et les crânes des éléphants. Bon, Ouais. mais, oui. Pour Pokémon Bay, il y a ce bouquin-là qui est absolument fascinant. Il y a d'ailleurs Michel Ballot, il s'appelle. En fait, il fait des expéditions régulièrement et il y est peut-être en ce moment à la recherche du Mokelemembe. C'est en tous les cas sur la découverte rien que du réseau hydrographique aussi. Il y a un lac particulier qui s'appelle le lac Télé, qui est un peu aussi mythique pour les populations locales et dans lequel on aurait vu le Mokelemembe dans les générations précédentes. Enfin voilà, donc c'est un bouquin aussi d'aventure tout court dans une zone et avec cette motivation absolument extraordinaire. Donc, il s'appelle Michel Ballot et il rassemble des fonds pour continuer ses expéditions. Oui, c'est vrai que ce sont des passionnés. Moi, j'ai trouvé pas mal de pages sur des cryptozoologues. Il y a aussi des cryptobotanistes. Il n'y a pas que. Mais oui, c'est. Non, ça t'intéresse pas. J'essaie de retrouver le bouquin, je ne sais pas si tu l'as à portée de main, Eric, de nos deux frères là, qui sont venus nous présenter leur bestiaire fantastique, la Créon. Je ne l'ai pas à portée de main, mais alors le titre m'échappe, mais ils nous avaient présenté ça à Créon, c'était vachement intéressant justement, et eux sont un peu dans la cryptozoologie, justement, un des deux frères d'ailleurs, ouais. dont le nom m'échappe. Alors, il s'appelle Philippe et Coudray, c'est ça? Oui. Coudray, exact, ouais. Dont l'un est l'auteur de l'ours Barnabé. Bon, bref. En tout cas, voilà, ils ont fait tout un bouquin là-dessus, mais c'est vrai que ça questionne énormément notre relation avec l'inconnu. Et bon, les parallèles qu'il peut y avoir aussi avec, il y a d'un côté le Yeti, dont je pense que Begonia va reparler, le Sasquatch américain. On a aussi dans nos montagnes, dans les Pyrénées, il y a le Barassoun, qui est une légende basque, qui ressemblerait finalement assez étrangement à ces hommes des bois. Donc voilà, on est toujours un peu à la limite entre le réel et l'imaginaire, et c'est assez rigolo de voir ça. Ouais. Oui. Voilà, c'est Histoire, musée des animaux et monstres marins dans la littérature. Et c'est très, très intéressant. Là. Ils avaient fait une conférence d'ailleurs qui devrait refaire un jour ou l'autre, peut-être à l'Aquaforum ou ailleurs, autour de cette publication et de toute l'histoire aussi de ces découvertes et de ces œuvres littéraires qui en parlent, justement, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, non, c'est passionnant. Alors, oui. D'ailleurs, oui, juste, il y a l'Architeuthis qui était juste en bas à gauche, finalement. Hein, aujourd'hui, on sait qu'il existe des calamars géants. Donc, c'est pareil, c'était une bête inconnue. Et les premières images de calamars géants filmés, vivants, sont relativement récentes. Alors, évidemment, ils ne coulaient pas par le fond des navires, mais devait y avoir de sacrés bestiaux qui impressionnaient le monde. Et la bête du Gévaudan, alors même chose pour la bête du Gévaudan. Après, il y a aussi tout l'aspect autour des mythes locaux et notamment des bêtes qui ont tué des gens. Voilà, difficile à chercher puisqu'il semblerait que la bête n'est plus tuée depuis le XVIIIe siècle, alors que les cryptozoologues recherchent peut-être aussi des bêtes vivantes puisqu'il y a cette dimension que c'est un être vivant non découvert, parce que la bête du Gévaudan, c'est plus un crime non résolu, même si, je pense que des cryptozoologues ont dû se pencher dessus aussi. Oui, après pour les... Alors, les Dahus, il y a quelqu'un qui demandait pour les Dahus, je ne connais pas les Dahus. Le Dahu, je pense qu'il faudra aller boire un peu de Genepi dans la montagne et quelques bières quand on pourra le faire, et on ira le chasser tous ensemble, mais là, pour l'instant, le Dahu, il est dur à chasser en ce moment. Bon, juste ici, vous savez ici un article, d'accord, parce que voilà, c'est une analyse génétique des poils attribués au Yeti.
ou aux autres animaux comme ça, un peu anthropomorphes, mais énormément grands, qu'on va trouver dans la mythologie partout, dans presque dans tous les continents. Parce qu'il y a plusieurs, vous savez parler de quelques-uns, mais il y a aussi en Afrique et en Australie aussi. Bon, et ils sont vus avec les restes qu'il y avait, parce que dans ces animaux, parfois, on a des restes. Par exemple, dans les cas des yétis et dans les populations himalayennes, ils gardent des restes de poils, des restes de fourrure des yétis, et notamment, ils gardent les crânes des yétis bien garnis de sa fourrure, et qu'ils s'utilisent en forme de chapeau, en forme de scalpel pour réaliser certains rituels. Donc tout ça, ça a été analysé, et chaque fois, ça a été vérifié que ça appartenait à des autres animaux, ou que c'était même des compositions des animaux différents, qui savaient même mélanger des poils de différents animaux. Bon, donc c'était fabriqué dans le cas de ces scalpels, dans le cas des populations himalayennes pour les yétis. Pour les autres, bon, c'était des restes que les gens ils ont attribués à ces personnages entre animaux et personnes un peu mythiques. On peut passer à la suivante. Donc voilà, donc les yétis, c'est très fascinant, ça fascine à beaucoup de personnes, et surtout et aussi à Hergé. Et alors Hergé, il y avait un copain et chercheur qui faisait des explorations pour chercher les yétis. Et alors là, par exemple, c'était les empreintes. Il y a une photo avec la même situation presque qu'Hergé il a dessiné dans son album de Tintin, avec des explorateurs accompagnés d'un guide qui regarde ces traces-là. Bon, on dit que c'est d'un ours, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses. Alors, pour les yétis aussi, là, vous savez, on présume que c'est des restes fossiles de Gigantopithecus, que c'était un primate qui habitait en Asie il y a des millions d'années. Et là, vous savez, à votre droite, la taille. Alors, c'est les plus grands. Ce qu'on a trouvé, ça correspond au plus grand. L'autre Gigantopithecus, et là maintenant, il est considéré dans un autre genre. Donc, il s'était confondu avec voilà, parfois. C'était ça qui a fait la confusion. Et pour finir, je voulais finir avec un autre animal un peu bizarre, c'est les Wolpertinger, qui s'appartiennent au folklore de la forêt et des Alpes bavaroises. Et alors, c'était un animal mythique, et on a commencé beaucoup à parler au XVe siècle avec l'essor des animaux empaillés. Et c'était un animal qu'on disait qui mangeait les touristes qui se perdaient dans la forêt. Bon, ça c'était plus tard dans l'histoire. Donc, je suppose qu'à partir du 19e siècle. Donc, c'était pour faire peur aux touristes. Et c'était un animal que parfois, c'était un hybride entre lièvre et chevreuil, parfois entre martre et faïssan, ou parfois entre renard et canard. Mais qu'après, comme ils se croisaient entre eux, ça faisait des mélanges bizarres. Donc, chaque Wolpertinger, c'est différent à un autre. Et il a des mélanges des mélanges des animaux différents. Et en fait, il y avait des animaux paillés, voilà, qui représentaient les Wolpertinger de façon, voilà, et qui montraient et ont montré aux touristes. Donc, ça, c'était plutôt des 120. Oui. Alors, je te laisse parler, Gaël. Oui, pardon. Oui, bah, après, juste, il y avait une question qui était posée sur le Bigfoot. Bon, c'est un peu le même modèle. Enfin, c'est une question sur le Bigfoot. Bon, c'est les Américains l'appellent le Sasquatch, enfin, les natifs américains. Voilà, et c'est toujours un peu les mêmes modèles d'hominidés qui revient. Alors, peut-être justement à cause aussi de la trouvaille de certains fossiles qui peuvent amener à confusion. Bon, après, ça, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça serait bien, on essaiera un jour d'inviter un ou une cryptozoologue pour nous parler de ce domaine à part entière.
Oui, pour les Bigfoot, c'est aussi, on a trouvé aussi des traces et considéré qu'ils appartenaient au Bigfoot et c'était aussi il y a un Topithecus aussi, pareil. Mm. Oui, oui, et après, Après, j'ai vu qu'il y avait des vidéos, hein. Il y avait des vidéos où on montrait les Bigfoot, mais bon, les vidéos que j'ai vues, ça se voyait pas trop bien. On voyait une grande ouais, ombre à côté d'une personne, et voilà, c'est très, voilà, c'est pas évident, on va dire. Ouais. c'est comme les fesses d'animaux qu'on voit les vidéos du Tilacine. Ouais. Ah, Quoique, il y a une chose quand même enfin, assez amusante, c'est que il fut un temps à Sadirac, il y avait quelqu'un qui se baladait toujours pieds nus dans la nature. Et donc, en fait, il laissait des empreintes. Alors, je ne sais pas si ce monsieur chaussait grand, mais les empreintes qu'il laissait, elles faisaient 50 centimètres de long, quoi. Et les premières fois, on les trouvait, les enfants demandaient d'où ça venait. Puis un jour, on l'a croisé, le type qui se baladait comme ça, pieds nus, pop, 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 pop. Voilà, donc il y a aussi comment dirais-je, l'artifice de l'empreinte, un pied nu qui marche dans de la neige. Si on a des grands panards, on a vraiment l'impression d'un gigantisme. Alors, je sais pas s'il y avait des moines himalayens qui pratiquaient la marche pieds nus dans la neige, mais ça, pourquoi pas, ça peut être aussi une explication. Bref, oui, donc bah, c'est juste, bah, c'est assez amusant parce que la petite photo du Eichenmurch, voilà, l'animal mythique bavarois là, qu'a montré Bégonia, dont je me souviens, dont j'ai oublié le nom déjà, voilà, le Wolpertinger, bah, ressemble finalement assez étrangement à l'ornithorynque. Et l'ornithorynque, c'est un peu bah, cette histoire, c'est qu'en fait au début on ramenait que des dépouilles. Il n'y a pas d'animal vivant, non observable. Et en fait, au XVIIIe siècle, quand les premières dépouilles arrivent, eh bien, on pense que c'est un taxidermiste farfelu qui a imaginé la chose. Il faut attendre en fait le XIXe siècle quand les zoologistes vont observer l'animal in situ pour de vrai, même s'ils avaient du mal à le classer parce que bon, cet animal, hein, vous avez vu avec ce bec de canard, il pond des œufs, il a un aiguillon venimé au niveau des pattes. Bon, bref, c'est quand même un animal vraiment très, 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 très bizarre. Voilà. Bon, je vais passer vite. Il y a une autrice, Brooke Barker, qui a écrit plusieurs livres sur les sciences farfelues. Et donc, il y a quelques extraits de ce livre-là sur cette diapositive, de choses qu'on pourrait penser un peu difficiles à croire. Donc, par exemple, elle explique enfin, elle précise que pour certaines truies, il y a la moitié des petits qui finissent écrasés, donc 50% de pertes dues à de l'écrasement par la mer. Bon, voilà, on peut trouver ça assez aberrant. Euh, Elle dit aussi qu'elle a trouvé que les cerfs-mulets, donc ce sont ces cervidés là ici, euh, des scientifiques leur ont fait écouter des cris de différents bébés animaux. Et il se trouve qu'à chaque fois, les cerfs-mulets accourent quand ils entendent des bébés mammifères gémir. Alors quand ce sont des adultes, par contre, ils ne viennent pas. Euh, Cet oiseau possède des poussins qui vont jeter du caca à la figure des potentiels prédateurs. Voilà, donc c'est une technique de défense aussi assez osée. Et puis, cet opossum aquatique, il possède une poche de marsupial, hein, pour mettre ses petits à l'abri. Et cette poche est imperméable et ça lui permet de nager avec ses petits dans une poche non pas zippée, mais fermée avec un sphincter et voilà, qui est complètement du coup imperméable. Voilà. Bon, après, il y en a plein d'autres du même type. Oui, il y a le fulmar boréal, qui est un oiseau qu'on peut retrouver enfin, en migration le long de nos côtes. Le mot fulmar, alors je crois que c'est d'islandais et ça veut dire mouette qui pue. Voilà, parce qu'en fait, quand ils sont au nid, les jeunes et les adultes d'ailleurs aussi, je crois, régurgitent leur contenu stomacal sur les assaillants. Et donc voilà, vous finissez la journée avec une bonne odeur de poisson digéré. Vous imaginez un peu l'odeur que ça doit avoir, voilà. Et ça leur vient de cette petite habitude qu'ils ont. Alors, on va finir bon, finalement, qui se rallonge, mais c'est vrai qu'on a mis du temps à démarrer aussi, notre petite histoire de l'humour scientifique sur finalement le côté l'homme scientifique, l'homme de science, quelqu'un de sérieux. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la science jouit d'un certain prestige. Je crois que dernièrement, peut-être elle a perdu un peu de sa brillance.
Et dans l'histoire des sciences, pourtant, il y a eu beaucoup de subterfuges, bon, des canelars, des sujets farfelus. Et vous allez voir que des fois, ça frise les confins de l'absurde. Alors, j'ai pas mis la photo d'Einstein qui tire la langue parce qu'elle est sous copyright, voilà. Alors que celle-ci est sous licence libre. Donc, le Einstein Trust, je pense que ça doit rapporter pas mal de pépettes, les images d'Einstein qui tire la langue. Mais évidemment, quand on pense à Einstein, on voit quand même aussi que ce type pouvait avoir ces moments assez peu sérieux. Alors, il y a une définition de l'image du scientifique dans la culture populaire. Voilà, cette définition, c'est moi-même qui l'ai écrite, qui l'a écrite. Voilà, il y a Clémentine qui se demandait d'où je la sortais. Donc, si on résume le scientifique, c'est humain, le plus souvent mâle et barbu, hein, quand même, il faut le dire. Parfois austère comme une porte de prison, hein, quand on voit certaines images. Parfois original ou excentrique, parfois les deux d'ailleurs. Et incompréhensible du commun des mortels. Voilà un peu l'image qu'on peut avoir du ou de la scientifique. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chercheuses, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le scientifique est de toute façon incompréhensible et voilà, soit très austère, soit original ou excentrique, soit les deux. Il n'y a qu'à voir les images qu'on peut en avoir. Alors, je vous ai mis quelques illustrations de l'image du scientifique à travers l'histoire. C'est pas la diapo suivante. Donc voilà, bon, il y a évidemment Eureka, voilà, la poussée d'Archimède, l'homme qui sort tout nu de son bain. Il y a l'histoire d'Isaac Newton, largement reprise aussi par Gottlieb. Alors, j'aurais pu mettre aussi, il y a la BD, donc Léonard, hein, qui a longtemps fait rire petits et grands hein, sur les aventures de Léonard de Vinci et de son disciple. Et bon, et puis dernièrement, on a Raoult hein, qui est devenu une star aussi. Voilà, j'ai trouvé ce photomontage assez amusant. Voilà. Donc on retrouve un peu toutes ces images qui sont à la fois l'image du savant, du scientifique, mais aussi l'image d'Épinal hein, que notre culture et la transmission un peu des histoires plus ou moins apocryphes a fait voilà, l'histoire de, de Newton regardant tomber les pommes. On ne sait plus très bien si c'est Gottlieb qu'il a tellement embelli qu'on le croit volontiers. Enfin voilà, c'est toujours un peu au croisement entre la légende et la réalité. Suivante. Alors parmi les excentricités, bon, je vous ai mis celle-ci. Donc vous vous souvenez hein, des petits dinosaures de Crystal Palace que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ceux qui ont découvert les dinosaures, donc parmi eux William Buckland et puis Richard Owen, ont fêté le Nouvel An 1853, donc dans le corps de ce dinosaure en cours de construction. Donc voilà, vous les voyez là-dedans. Et donc le dit William Buckland, alors c'est le découvreur du premier dinosaure, puisqu'il a découvert les mégalosaures. Donc c'est en 1824 avant que Richard Owen leur donne leur nom de dinosauria. Et ce type-là avait l'air d'être assez siphonné, hein, puisqu'il collectionnait de tout. Alors visiblement, il avait goûté tout ce qui était goûtable. Tout ce qui pouvait se manger, il le mangeait. Et il venait souvent donner des cours à l'université avec son ours dressé. Voilà, si Dominique était là, ça lui ferait plaisir. Qu'il déguisait d'ailleurs en professeur. Donc voilà, il y avait quand même quelques gens un peu perchés, un peu siphonnés. Et c'est vrai que ça c'est resté un peu cette image du savant excentrique, même si le savant aussi, dans l'histoire de la culture populaire, c'est aussi le savant fou. Donc, diapo suivante. Des savants fous que l'on peut voir. Alors, notamment, bon, c'est vrai qu'il y a certainement l'histoire romantico-gothique de Mary Shelley, donc de Frankenstein, qui a aidé à la fabrication, en tout cas dans notre culture populaire, du savant fou. Mais voilà, dans les années 50-60, les histoires de savants qui veulent détruire le monde, ou qui détruisent le monde un peu malgré eux, font légion. Voilà. Alors, si vous voulez écouter un formidable podcast sur le sujet, je vous ai mis un petit podcast qui s'appelle la Podcast Lips, hein, c'est absolument imprononçable. Et l'épisode 4 est justement sur la science dans la pop culture. Voilà. On pourrait vous mettre les liens cliquables à la fin, hein, je ferai ça à la fin. Et donc voilà, des fois, le chercheur, le scientifique, il est blagueur plus ou moins involontaire. Bégonia, ton micro est coupé? Oui, non, je ne savais pas que c'était moi. Écoute, voilà. C'est toi qui avais fait la diapo, hein, je sais pas. Non, c'est pas moi, c'était Clémentine. Ah bon? Ah, c'est Clémentine, autant pour moi. Alors, Clémentine. Et peu importe, hein, moi
Ça m'est égal. Bon, alors du coup, on a au début au début du XXe siècle, en 1906, il me semble exactement, bon, peu importe, Charles Dawson qui trouve sur un chantier au Piltdown, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait comme chantier, mais un crâne avec une mandibule qui l'étonne. Donc, ce chercheur, c'est pas un chercheur, c'est un collectionneur qui va être intrigué. Donc, il demande à un paléontologue, Arthur Woodward, de l'aider à décrire cette découverte. Alors, visiblement, Clémentine, on ne t'entend pas. Tout le monde entend, Clémentine, là ou Moi, Non, moi j'entends Clémentine. Oui. On m'entend pas bien? non. Sinon, est-ce que les micros, vérifiez que vous avez tous le haut-parleur? S'ils Que vous entendaient n'avez pas jusque-là, c'est bizarre ça. cliqué. Ouais. Parce C'est le Zoom aura été farceur jusqu'au bout. Hein. Moi, j'entends, pas de souci. Ah. Donc, pour ceux qui n'entendent pas, oui, vérifiez votre haut-parleur. Mais sinon, Bégonia reprend, hein, c'est pas grave. Hein. Non, Il non, s'entend mais je mieux, pense sans- qu'elle n'entend personne. C'est quelqu'un qui a cliqué à l'haut-parleur. De quoi? Ah, peut-être, ouais. Oui, oui. Attends, je vais voir avec elle. Bon, donc voilà, il faut avancer en plus. Donc voilà, en fait, il se trouve que ce crâne et cette mandibule, donc cet homme de Piltdown, c'est finalement c'est comment dire, une entourloupe, puisqu'on se rend compte que les os sont pas datés de la même époque. Et ça ne correspond pas non plus à la couche de sédiments, à l'âge de la couche de sédiments dans lequel on a retrouvé ces ossements. Donc finalement, on se rend compte que donc c'est pas bon, c'est une fausse trouvaille. Et l'identité du fraudeur reste encore un petit peu incertaine. Alors soit c'est quelqu'un qui a voulu piéger Charles Dawson, soit c'est lui-même, parce que apparemment dans sa collection, il possédait de nombreux faux. Donc voilà, c'est peut-être aussi lui qui a essayé, qui a tenté quelque chose. Et puis j'ai vu aussi que dans les potentiels fraudeurs, il y aurait aussi Conan Doyle, qui habitait pas loin et qui était un ami un peu farceur de ce monsieur, de ce Charles. Voilà, Il aurait pu faire une enquête de Sherlock Holmes. sur le sujet, oui. On dit que ce serait un meurtre maquillé, décidément, que d'hypothèses incroyables. Je pense qu'on va révolutionner la science ce soir. Voilà, alors dans les blagues involontaires, ça vous l'aviez peut-être vu il y a quelques années, c'est une qui revient souvent. Alors l'autre jour, la radio, il parlait c'est un peu dans le même principe. Souvent, quand on est sur de l'exploration de l'infiniment grand, voilà, on utilise des outils hyper sensibles. Et donc voilà, l'observatoire de Parkes, c'est en Australie, donc découvre au début des années 2000, donc c'est la première fois, je crois, en 2001, puis à partir de 2007, il découvre des sursauts rapides, donc des signaux extrêmement puissants, complètement aléatoires, et qui semblent provenir donc à l'époque de la galaxie vers laquelle est braquée l'antenne. Et donc voilà, il y a une petite citation hein, de l'astrophysicienne qui dirige l'équipe d'observation, qui dit l'événement à l'origine de ce signal est très certainement monumental et cataclysmique. Il pense à civilisation extraterrestre, il pense galaxie lointaine, gigantesque trou noir. Et en fait, en affinant l'enquête, eh bien, ils vont découvrir que les sursauts se passent tous à l'heure du déjeuner et qu'ils correspondent au four à micro-ondes. Alors, il a quand même fallu porter l'enquête parce que on se moque, mais ils ont quand même vérifié d'abord l'hypothèse. Ils ont fait marcher des fours à micro-ondes et ils comprenaient pas, il y avait aucun sursaut. Et en fait, ils ont découvert le truc. Vous savez, le moment où on est impatient que la nourriture soit chaude et qu'on va ouvrir la porte du four à micro-ondes sans que ça ait fini le cycle. Et à ce moment-là, il disait il y avait des ondes extrêmement puissantes, extrêmement haute énergie qui s'échappaient. Donc, imaginez comment on se fait farcir aussi quand on fait ça. Et c'est ces ondes-là qui provoquaient ces sursauts dont
donc sur la signature radiotélescopique. Donc, évidemment, hein, c'est quand, au final, finalement, on n'a pas découvert de civilisation extraterrestre, mais ça fait quand même une très bonne histoire à raconter et qui doit encore se raconter un petit peu partout sur les campus. Et l'autre jour, c'était une chercheuse belge, juste une astrophysicienne belge qui était invitée à la radio là et qui racontait à peu près le même type d'anecdote, mais c'était en France ce coup-ci. Voilà, on fait les malins, mais c'était l'observatoire de Nice ou je ne sais, c'était dans le sud-est. Et en fait, c'est pareil, ils avaient des signaux chimiques qui semblaient provenir de planètes. Alors je sais plus, c'était de Neptune, bon, d'une des planètes du système solaire. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que c'était juste qu'il y avait un des chercheurs qui fumait la pipe. Et quand il allumait la pipe, eh bien, en passant l'allumette, ça dégageait ces substances chimiques et donc ça a envoyé ce signal chimique donc étrange sur les observations. Voilà, comme quoi il y a vraiment des observations fortuites comme ça qui peuvent penser qu'on va révolutionner la science et puis finalement il s'agit d'une erreur. Mais bon, c'est vrai que le four à micro-ondes, celui-là, il est particulièrement gratiné. Et sans jeu de mots, même si ça pourrait l'être. Et donc voilà, parmi les histoires aussi autour des sciences, bon, parce qu'on parle un peu de ces grandes histoires, mais il y a aussi beaucoup de petites histoires. Alors voilà, il y a ce bouquin qui est assez rigolo, ça sert à rien que je le montre puisque je l'ai mis aussi en médaillon. Bon, il y a beaucoup de petites histoires de chercheurs sur le terrain, parce que souvent quand on est sur le terrain quand même, il nous arrive des histoires assez étonnantes en tant que chercheur. Voilà, je vous ai mis quelques-unes, il y en a une trentaine, c'est vraiment assez marrant à lire. Et voilà, parmi les plus savoureuses, bon, il y a une jeune femme qui est restée la main collée au crocodile sur lequel elle posait un émetteur, elle utilisait de la colle au cyanocrylate, là, puis voilà, elle a fait la bonne vieille blague de rester collée, donc son pouce est resté collé au crocodile, donc bon, c'était pas hyper rassurant. Dans le style homme de Piltdown, il y a un archéologue qui avait découvert des os extrêmement intéressants, donc au niveau d'une couche sédimentaire qui pouvait correspondre à l'âge du bronze, et en continuant à dégager, ben, il a découvert le sachet du KFC là, qui accompagnait les ossements. Et puis voilà, une autre jeune femme se renverse un flacon de phéromone de coléoptère et donc se voit poursuivie pendant de longues heures par des scarabées en rut. Voilà, donc tout un lot d'histoires assez amusantes. Donc, les chercheurs sur le terrain, donc parfois, voilà, les anecdotes sont involontaires, mais sont quand même assez amusantes. Et quand elles sont compilées et racontées, ça fait un bouquin plutôt marrant. Voilà. Et bon, pour finir un petit peu là-dessus, alors ça, Bégonia parlera de la suite, quoique, mais c'est que les publications scientifiques et la littérature scientifique a une méthodologie assez caractéristique. Et donc Georges Perec, que vous connaissez par ailleurs, hein, puisqu'il a écrit pas mal de choses, donc un écrivain assez facétieux et était membre de l'Oulipo, si je dis pas de bêtises. Pour s'il y a des littéraires parmi vous, vous pouvez m'arrêter. A écrit notamment, alors ça a été publié après sa mort, mais il a écrit toute une série de fausses publications scientifiques. Voilà, rien que le titre nous laisse imaginer qu'il connaissait très bien la façon de faire, mais qu'il a su procéder avec beaucoup de talent pour écrire le texte. Donc c'est Cantatrix Sopranica, donc elle de Linné, hein, donc mise en évidence expérimentale d'une organisation tomatotopique chez la soprano. Voilà, donc comment on jette des tomates à une soprano quand elle chante mal. Donc voilà, c'est très amusant et c'est très bien écrit. Et donc voilà, Bégonia nous a fait parvenir d'autres publications. Alors elles étaient en espagnol, mais je sais pas si Oui, tu veux en parler, Bégonia. alors je vais parler rapidement. Là, c'était des personnes qui sont écrites un article comme si ils faisaient une étude basée sur la biologie ou sur la microbiologie plutôt. Donc, en fait, c'est l'histoire des chaperons rouges et chaperon rouge, il va avoir une réponse différente s'il y a les loups ou pas. Donc, en fait, c'est comme si le chaperon rouge, c'est une cellule ou une bactérie et on met un antibiotique dans ce schéma et ça va les faire, bon, plutôt une substance et ça va les faire agir différemment. Donc, quand il y a les loups, elle va choisir les chemins plus longs. Donc voilà, la maman, elle avait dit qu'il fallait qu'elle aille dans les courtes et directes. Là, s'il y a les loups, elle va faire les plus longs. Et elle va se faire manger par les loups parce que les loups, quand ils vont manger la grand-mère,
et il va avoir dans sa peau des substances qui va faire confondre à Chaperon Rouge avec sa grand-mère. Donc voilà, c'est bon, et c'est plus compliqué que ça. Il y a plein de choses qui se passent, il y a aussi les chasseurs, mais quand on les lit, on a l'impression qu'on lit un travail de microbiologie. C'est tout à fait ça. Et après, sinon, j'avais trouvé, mais ça c'est en anglais, j'ai trouvé oui, un protocole scientifique pour faire la tortilla de patatas parfaite, la tortilla espagnole. Voilà, donc c'était écrit par un étudiant anglais ou américain qui est allé à Barcelone et qui s'était perdu un peu dans la méthode pour fabriquer la tortilla. Voilà, on va passer à la suivante peut-être. Oui, il a pas dû manger que des tortillas quand même pour écrire ça, mais bon, on demande tout savoir. Oui. Un monsieur naturaliste dans les années 60 qui va écrire sous le pseudonyme Harvald Stumker, alors j'arrive pas à le prononcer, désolé pour lui, un petit traité assez complet sur un nouveau taxon de mammifères qui s'appelle les rhinogrades, qui seraient des animaux qui vivraient dans un archipel du Pacifique et qui se déplacent ou qui sont en tout cas pourvus d'un appareil nasarium très développé qui leur permet parfois de se nourrir, parfois de se déplacer. Et par exemple, là, vous avez donc sur votre droite le reniflard chuintant qui possède une morve collante qui va laisser traîner dans l'eau pour attraper des planctons. Hein, voilà. Et au bout de sa queue, il a un petit aiguillon. Donc voilà un des spécimens de rhinograde. Et on en découvre encore de temps en temps. C'est un taxon éteint, mais on trouve des espèces de temps en temps. Donc il y en a 3 qui ont été décrites récemment en 2009 par des scientifiques du Muséum de Paris. Donc vous pouvez trouver des petites vidéos sur le sujet sur Internet assez facilement. Malheureusement, l'île a été détruite suite à des essais nucléaires qui ont provoqué une éruption volcanique sur ces îles. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le coup de la morve adhérente, c'est que ça existe dans le vivant quand même aussi. Hein. Donc, il y a des espèces qui vont laisser des mucus justement pour fixer les planctons. Et en tout cas, donc on parlait des cténoblastes, enfin les cténoblastes des cténaires, c'est le cas par exemple. Alors certes, c'est pas aussi évolué entre guillemets que les rhinogrades, mais alors, en plus celui-ci, je crois qu'il était particulièrement il était dédié à un chercheur. En plus, le nez ressemblait beaucoup à un de ses collègues, un des collègues de Gerald Steiner. Enfin bon, il y a toute une histoire aussi, mais ce qui est vrai, c'est que tout est écrit très scientifiquement. Alors, Eric, je sais pas si c'était en quelle année il y avait eu jeudi soir était tombé un 1er avril et donc il y avait eu une conférence entière sur les rhinogrades qui avait été présentée avec le plus grand sérieux, évidemment, et donc qui avait énormément confondu le public. Ah, je ne sais pas si Eric est toujours là ou si nous l'avons perdu. Oui, alors il y a quelqu'un qui nous a envoyé un article de Tela Botanica comme quoi il y a une nouvelle espèce de bégonia qui est nommée, qui rend hommage à Bob Marley. Voilà, elle s'appelle C'est à Bégonia quand même, c'est à Bégonia et Bob Marley, les deux en même temps. Alors les bégonias c'est par bégon, c'est pas pour bégonia. Oui, si, c'est pour toi. Bon, très bien. Ah, voilà. Oui, alors les publications. Alors, les scientifiques, on fait la recherche, on est tous d'accord. Mais après, il faut transmettre aussi les résultats de sa recherche. Donc, ils sont différents types de communication et le type qui est le plus, bon, on va dire que c'est le plus reconnu aussi. Et c'est les publications dans les journaux scientifiques, dans les revues scientifiques. Donc là, ils vont envoyer les résultats de ces publications, les résultats de sa recherche à il y a différentes revues, ça dépend il y a différentes maisons d'édition aussi, elles sont spécialisées par thématique.
Et là, sa recherche, elle va être soumise à un examen des comités de lecture indépendants. Normalement, ce sont aussi des autres chercheurs qui font ça de façon bénévole en plus. Et après cette commission de lecture, elle peut être acceptée ou refusée. Et si elle est acceptée, mais c'est très bien parce que l'effet d'être publié, ça permet de confronter le travail de recherche à la communauté scientifique. Donc voilà, là, ça va faire avancer la science aussi. Et ça va servir d'archive d'archiver ces résultats et pour avoir une référence. Donc ça va faire grandir ces recherches. Alors parfois, quand elle est confrontée ces publications, on se rend compte que la méthode n'était pas adaptée ou les données elles se mettaient inventées. Ça a été déjà fait le cas. Donc après, il y aura des publications pour dire que ces résultats n'étaient pas bons pour différentes raisons. Bon, et après, ça peut donner aussi des discussions assez longues. Et là, maintenant, je vous ai mis juste un exemple. Alors, vous savez, cette revue, Molecular Phylogenetic and Evolution, c'est une revue assez sérieuse et qui a un fort facteur d'impact. Donc, il y a seulement que les études les plus poussées et les plus innovantes qui vont arriver à être publiées. Et là, en fait, il y a 3 chercheurs qui sont arrivés à publier un article où ils ont fait une analyse phylogénétique du Yeti et ils ont comparé alors pour les analyses phylogénétiques, on compare les espèces ou les espèces qu'on veut comparer avec des espèces proches, mais aussi avec des espèces qui ne sont pas proches. Et du coup, les résultats, ça donnait que le Yeti, il était plus proche des ongulés, donc les chevals, comme vous voyez ici, que des primates. Voilà, comme c'était les résultats attendus. Voilà, donc c'est une surprise. Alors, il faut pas trop se surprendre parce qu'en fait, c'est une étude fausse. Donc, la publication, elle est vraie et certaine. Elle a été publiée dans cette revue très sérieuse. Mais en fait, les auteurs, qui sont aussi des vrais, ces auteurs que vous voyez là, en bas des titres, ils existent, ils publient et ils sont dans ces départements. Mais ils se sont inventés un article, ils se sont inventés des échantillons, des méthodes, et voilà, et à la fin, c'est arbre phylogénétique. On peut passer à la suivante. Ah oui, c'est bon, ce qui est. Oui, sur les histoires autour des. Bon, on rentrera pas dans le débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu houleux. D'ailleurs, il y a pas mal de questionnements autour aussi des revues propriétaires dont les abonnements coûtent des prix faramineux. Donc, non seulement les organismes de recherche doivent payer pour avoir les abonnements, mais également, enfin, entre guillemets, on paye pour les articles parce que finalement, c'est les salariés, ce sont les chercheurs qui vont devoir corriger les articles d'autres chercheurs qui, eux, écrivent bénévolement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Donc, de plus en plus de publications sont sous forme d'open data. Il y a des publications ouvertes. Et puis, surtout, il y a la polémique des publications, de tout ce qui est la publicationnite. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a un tel volume et il y a des revues qui profitent un peu de ça avec des vérifications par les pairs qui ne sont pas faites. Et très clairement, il y en a qui sont fait prendre les mains dans le pot à confiture. Notamment, voilà, il y a eu une publication qui a été faite donc, dans l'Asian Journal of Medicine and Health, donc, qui est une étude complètement farfelue, faite par une équipe française qui a été envoyée dans des journaux très sérieux et qui a été publiée dans ce journal-là. Et donc voilà, vous voyez le titre, hein, contrairement aux attentes, le SARS-CoV-2 plus létal que les trottinettes, est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution? Et regardez le nom des auteurs. Voilà, Valentin Ruggieri, Florent Cova, Didier Lambrouille, Silvano Trottinetta, auteur fantôme. Voilà, Nemo Macron, Manis Javanica, donc qui est le nom scientifique du pangolin. Voilà. Et donc, Belgian Institute of Technology and Education. Je vous ai accouillé en Belgique, je ne vous fais pas l'acronyme. Bref, vous voyez donc que tout est complètement farfelu.
Et pourtant, voilà, rien qu'en voyant le résumé, eh bien, l'article a été quand même autorisé. Donc, ce qui fait dire aussi, ce qui fait pas mal de polémiques, pour dire que parfois, et évidemment pas les grandes revues qui sont un gage de sérieux, mais dans le volume actuel, pour avoir beaucoup de publications, parfois, bah, il y en a qui peuvent être tentés par la publication en moins de 10 ans, et ça, c'est un véritable problème pour les sciences en général. Pour comment dire, pour critiquer un peu ce problème qui maintenant est assez important dans la recherche, mais apparemment qui existe depuis longtemps, hein, qui est toujours, voilà, les chercheurs souhaitent au maximum garder la capacité de choisir les thématiques sur lesquelles ils peuvent travailler, et puis aussi ne pas avoir une pression de publication qui mène finalement à des choses incongrues comme découper en 15 articles une petite expérience de recherche, ou alors s'obliger à avoir plein de doctorants pour avoir plein d'articles qui sortent par an, enfin des trucs un peu industriels. Il y a un collectif de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui s'appelle le ROG, ESR, qui a proposé d'avoir un auteur, une autrice fictive qui s'appelle Camille Nou, et qu'on peut placer en signature, en co-auteur de ces papiers. Donc cette personne est née le 20 mars 2020 et elle a déjà 34 publications. Donc franchement, chapeau, c'est quelqu'un de très productif. Qui est à la tête du laboratoire Cogatimus. Donc là, vous avez une page internet sur ce laboratoire, et donc le collectif explique un petit peu quel est le but de la création de ce personnage qui va un peu, qui est censé refléter voilà, l'indépendance que recherche la recherche vis-à-vis de tous les pouvoirs. Et puis, voilà, c'est pour contester, comme disaient Gaël et Bégonia, la course au classement, au nombre de publications dans des journaux à fort impact, au détriment finalement des collaborations qui peuvent être faites et de la qualité de la recherche, et notamment autour de la recherche fondamentale aussi, hein, que les sujets ne soient pas forcément toujours à vocation appliquée. Ça, c'est pas toujours évident. Voilà pour Camille Nou. Ah, mais on a encore plein de trucs. Je sais pas si Non, normalement, on a fini là. S'il y a encore plein de diapos, c'est juste qu'on n'a pas fait du ménage. La suivante, tu pourras la sauter d'ailleurs. Parce que je crois que je ne l'ai pas virée. Donc oui, c'est juste, bon, pour finir un peu sur une note un peu rigolote, il y a un journal, évidemment, il y a toujours un journal pour tout. Donc il y a un journal qui s'appelle Annals of Improbable Research. Voilà. Et donc, parmi les contributeurs, il y a Mark Abrahams, organise en 1991 pour la première fois les IG Nobel, donc prononcé Ig Nobel, voilà, les ignobles. En fait, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va récompenser, des vrais sujets de recherche. Donc, tous les sujets de recherche que vous verrez, en tout cas on va dire sur les Ig Nobel recherche, sont des véritables sujets, parce que les Ig Nobel aussi ont un prix Ig Nobel de la paix, donc qui a, par exemple, primé Jacques Chirac à l'époque où il a relancé les essais nucléaires. Mais tout ce qui est science, ce sont des véritables sujets. Et alors, le but, c'est de récompenser des vrais sujets qui vont en plus. Il y a un jury, il y a quand même des vrais Nobel dans le jury des Ig Nobel, et ils vont recevoir tous leur prix, et c'est un prix quand même devenu relativement sérieux. Et voilà, c'est pour amener les gens d'abord à rire et ensuite réfléchir. Alors, ils ont tous de très belles coiffures, hein, comme voilà, Bégonia nous a mis ce très beau monsieur avec à la fois une belle raie au milieu, de longs cheveux et une belle roue flaquette. Voilà, donc là, on a un beau chercheur comme on les aime. Et bon, je sais pas, on a fait une petite sélection de nos préférés, là, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses improbables.
rien qu'en lisant le palmarès, donc 2020, alors je l'avais sous les yeux, en 2020, on a des choses. Alors en 2020, vous avez, c'est un de mes favoris celui-là en plus, le prix Nobel d'acoustique. Donc c'est Stéphane Reber, Takeshi Nimura, Judith Yanis et Marc Robertson. Ils ont introduit un alligator de Chine dans une pièce étanche remplie d'air enrichi en hélium afin d'étudier les changements dans la fréquence de ses vocalisations. Voilà. Et il y a vraiment des chercheurs qui sont payés pour ça, donc c'est assez incroyable. Il y avait aussi dans cette année en entomologie, donc Richard Vetter a mis en évidence le fait que beaucoup d'entomologistes ont peur des araignées, qui ne sont pas des insectes. Voilà, donc, mais il y a des choses assez sérieuses, hein. Par exemple, il y a la misophonie, le trouble peu connu rendant insupportable certains sons anodins. Eh bien, c'est une véritable affection pathologique. Mais voilà, vous avez donc plein de choses. Alors, je sais pas, euh, science des matériaux, ça va encore parler de caca, mais donc l'équipe de chercheurs a démontré qu'un couteau fabriqué à partir d'excréments humains congelés n'est pas efficace. Voilà, au cas où on en aurait douté, eh bien, il y a des gens qui l'ont cherché. Alors, on a cherché quelques-unes qui nous amusaient particulièrement. On en a mis, je crois, on vous en a mis sur une diapo. Hop là, qui est la dernière. Voilà, donc c'est toi qui l'a sélectionné, celui-là, Clémentine, sur les chats liquides? Oui, ouais, ouais, les chats liquides, moi j'avais beaucoup aimé ça, ce prix en physique. Donc, c'est un chercheur français qui a essayé de répondre à cette question, pardon. Il est physicien, donc il travaille sur la rhéologie des matériaux, donc sur la déformation et les écoulements de la matière. Et donc, il a vu qu'il y avait quand même pas mal de blagounettes qui tournaient autour des chats. Et puis, on a des photos assez loufoques de chats dans des positions et dans des contenants divers et variés. Et donc, il a testé de manière scientifique, avec des équations, si les chats pouvaient bien répondre à la définition d'un liquide. Donc, un liquide, c'est traditionnellement, hein, c'est un matériau qui peut modifier sa forme et épouser la forme d'un récipient. Et donc, dans un certain nombre de conditions, les chats peuvent répondre à cette définition. Ils peuvent être liquides si on leur laisse le temps de relaxation nécessaire pour subir la déformation. Voilà. Donc, on peut décréter les chats liquides. Et puis, il y en a un autre, donc en 2018, de biologie cette fois-ci, par rapport au vin et au nez des œnologues. Est-ce que les œnologues ont le nez aussi fin qu'ils le prétendent? Et donc, les chercheurs ont testé comme ça, à savoir si les œnologues étaient capables de détecter la moindre trace de phéromones laissées par une femelle mouche, une drosophile, dans un verre de vin. Et effectivement, les œnologues sont capables de détecter un nanogramme de cette phéromone produite par la femelle dans un verre de vin. Et le verre de vin est nettement moins bon. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, et en plus, ça montre qu'on serait capable de sentir des molécules qui sont finalement produites par d'autres espèces qui sont dans des groupes très différents. C'est vraiment. Alors, je suis sur leur. Bon, si vous voulez, vous avez le site des Ignobel. Sinon, il y a aussi une page Wikipédia très conséquente. Voilà, parmi les rigolos. En 92, donc les éclaireuses et éclaireurs de France ont gagné le prix prix Ignobel d'archéologie pour avoir effacé les peintures rupestres de la grotte de Marière supérieure, près du village de Buniquel. Donc, en fait, c'est les éclaireuses qui ont débarqué dans la grotte, qui ont pu penser que c'était des graffitis, donc qui les ont effacés. Voilà. Je pense que doit y avoir aussi les Espagnols, justement, pour avoir fait la même chose avec un Christ. Alors, moi, une de mes préférées, quand même, c'est je vais essayer de vous retrouver ça, mais c'est donc un type qui a calculé les. Alors, voilà, c'est en mathématiques Robert Fide de Greenville, en Caroline du Sud. Il est voyant en statistiques, il a calculé les chances exactes. Alors, oula, c'est un chiffre, c'est 710, 609, 175, 188, 280, 2000 contre 1 que Mikhail Gorbatchev soit l'antéchrist. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Mais il m'en faut peu pour rigoler. Donc voilà un petit peu pour ce tour. Alors, je sais pas, t'avais un favori, toi, Bégonia?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les chats liquides. C'était Ouais. vraiment. Ah, mais c'est les chats, mais c'est quand même des sales C'était bêtes, les chats, faut le dire. c'était les préférés de tous. N'oublions pas que s'il y avait un vrai poisson d'avril, les chats l'auraient certainement tué. Donc, Oui, oui, mais c'était très philosophique, les chats liquides. J'ai bien aimé ça. Il y a d'ailleurs vous pouvez voir le chercheur faire un TEDx, donc une présentation assez vulgarisée de 10 ou 20 minutes sur son sujet. donc voilà pour ce petit tour qu'on a fait. Alors bon, on a commencé très en retard et on a grappillé quelques minutes. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez déjà trop faim. Voilà, donc oui, on va mettre le lien sur le site. Je pense qu'on l'enverra via la newsletter. Voilà, on essaiera de faire ça rapidement là, dans la semaine, vu que Emmanuel Macron nous a dégagé peut-être un peu de temps pour les tâches de type bureau typique. Voilà, on essaiera de s'en occuper la semaine prochaine pour que tout le monde puisse voir la conférence en entier. Voilà, on a essayé de balayer large. Bon, si on compte tous les problèmes techniques qu'on a eu au début, elle doit pas durer si longtemps que ça. Bon, merci à tout le monde et puis bonne soirée. Et puis désolé encore une fois de tous les ennuis technico-tactico-techniques qu'on a eu. Hein. C'est assez étonnant que ça soit tombé ce soir. Voilà, et sans aucune espèce de logique, mais on a fait ce qu'on a pu. C'est ça la technique. Merci, c'était très, très intéressant, très amusant. Merci à vous. Merci à tous les trois. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, à bientôt.